Bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous, à ceux et celles qui n'étaient pas là au précédent débat. Donc c'est le 5e débat de ce salon du livre militant, l'avant-dernier, hein, notre université populaire ouverte à tous ceux qui sont solidaires et qui viennent par leur présence ici faire acte de solidarité. Comme je l'ai dit à plusieurs fois, et nous l'avons dit avec Thierry Kuhn en tout début, n'oubliez pas, en dehors de ce dont on va débattre et des livres, qu'il y a cette initiative-là, article 13, qui est formidable, qui est une initiative autour de la solidarité avec les réfugiés et les migrants, que vous pouvez aider en achetant le t-shirt, et qui va se traduire par toutes sortes d'initiatives, hein. L'article 13, c'est cet article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que le propre de l'homme, c'est de circuler sans frontières, de choisir le pays où il veut aller, de résider où il veut, de retourner dans son pays s'il veut, et ainsi de suite. Bref, ce droit fondamental à la liberté de circulation. Alors, ce 5e débat, là, est un peu plus médiapartien que les précédents, car je suis avec ma consoeur Jeanne Lingard, qui à Mediapart, depuis la création de Mediapart, donc depuis près de 10 ans, et elle n'en est pas lasse, tellement le sujet la passionne, et celle qui, y compris par rapport à nous-mêmes, qui parfois oublions tant le quotidien, oublie les enjeux fondamentaux de survie de l'humanité, du lien avec le tout vivant du monde, de la crise de civilisation, pouvait-on dire. Donc Jade est non seulement la journaliste qui suit toutes ces questions d'environnement, d'écologie, au sens le plus politique du terme, et sur le terrain, mais est aussi à Mediapart un peu la conscience qui nous rappelle à tout cela. Et elle l'a illustré dans un formidable livre, très drôle, parce que fait avec beaucoup d'ironie à la première personne, « Je crise climatique ». Et en fait, c'est le récit d'une jeune femme qui est née avec la première crise pétrolière et qui, au fond, a grandi avec un monde qui se déniaise, un monde le monde dans lequel elle naît est le monde de la puissance, de la technique, du développement, du productivisme, de la croissance, de la ville, etc., du béton, et ainsi de suite. Et elle grandit avec cette prise de conscience que nous devons faire autrement. Et c'est un exercice presque d'égo-écologie, hein, au sens de comment nous, de la même manière qu'on l'a dit tout à l'heure sur la démocratie, comment c'est aussi pas simplement une affaire de décision d'en haut, mais c'est aussi une affaire de comment nous nous comportons, qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'appel des solidarités, comment, y compris ceux qui sont dans les plus grandes difficultés, sont aussi porteurs d'un autre modèle de consommation, d'un autre modèle de dépenses, de tri, et ainsi de suite. Et le fil conducteur de notre conversation à trois sera autour d'un cas concret qui est la question du logement, puisque évidemment avec la canicule, y compris vous avez dû l'entendre, des modes de construction, des incidences sur comment les appartements sont encore plus chauds ou les maisons encore plus chauds qu'ils ne devraient l'être, du coup des dépenses d'énergie, de climatiseurs, etc., etc. Donc tout ça est une chaîne dont le logement, là où on habite, quand on a un logement, a des conséquences. Et donc là, je suis avec Manuel Domergue, qui est le directeur des études, je ne me trompe pas, de la Fondation Abbé Pierre, et qui a coordonné avec ce livre, qui est aux éditions de l'Atelier, qui sont juste là, et qui est un livre qui est Sortir du mal logement, c'est possible, qui, vous le savez tous, est au cœur de l'acte originel, hein, qui fait que Emmaüs existe, puisque la bataille
première au début des années 50 de l'abbé Pierre, le fameux appel de l'abbé Pierre à l'hiver 54, est un appel sur le logement, sur le fait que des gens n'ont pas de logement, que des gens sont sans abri, et Dieu sait, il suffit d'ouvrir les yeux dans Paris, par exemple, mais au-delà, pas seulement à Paris, pour que cette réalité soit là. Donc je vais commencer par Manuel pour dire, voilà, puisque le but c'est de présenter un peu ces livres, sortir du mal logement c'est possible. Là on a une illustration de la démarche d'Emmaüs, on ne se contente pas de critiquer, on ne se contente pas de dénoncer, on va montrer qu'il y a des solutions. Réponse. Eh bien voilà, bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. C'est très intéressant de venir discuter ici de précarité énergétique. La précarité énergétique, à nous, à la Fondation Abbé Pierre, qui sommes donc spécialisés sur le logement des personnes défavorisées, c'est le pont le plus évident, le plus simple qu'on peut jeter avec les questions de l'écologie. Et ça s'est fait à la fois théoriquement, et puis ça s'est fait en termes de mobilisation pendant la campagne électorale présidentielle, à l'initiative d'Emmaüs, notamment avec la Fondation Nicolas Hulot, qui ont réuni des dizaines, même des centaines d'organisations. Fondation Nicolas Hulot, qu'il ne faut plus appeler Fondation pour la nature et l'homme. Voilà, absolument, c'est ça. Attention, ou l'humain, je sais pas. Oui, la nature et l'homme. Pour la nature et l'homme, je crois. Ou l'humain. L'homme, je crois que c'est l'homme. Pour la nature et l'homme. Désolé, c'est voilà, voilà, on s'en tient. Voilà. Même si l'homme, disons, entendu comme le genre humain. Oui, voilà. je vais pas. Bon, bref, c'est l'humain, quoi. Allez, l'humain d'abord. Voilà. Et donc, on s'est rassemblés justement pour montrer que les questions sociales, écologiques avaient parfois des contradictions, il ne faut pas les nier, mais aussi parfois des convergences. Et la question de la précarité énergétique, c'est celle qui est la plus simple pour faire converger ces deux mouvements, ces deux aspirations qui sont toutes les deux légitimes. Pour commencer sur la précarité énergétique, une première exploitation d'une enquête logement pour le coup, qui a priori ne parle pas beaucoup d'environnement, quelque chose d'assez étonnant, qu'on pourrait penser un peu anecdotique, mais on demande aux toutes les personnes qui sont interrogées quelle est l'exposition de leur logement, donc quel est leur accès au soleil en fait, à la lumière. Et on voit que les personnes du premier décile de revenus, les plus pauvres, ont 50% d'exposition au soleil de moins que les plus riches. C'est pas du tout étonnant, hein. Ceux qui déclarent avoir une mauvaise exposition sont 3 fois plus nombreux parmi les plus pauvres que parmi les plus riches. Donc ça, c'est une forme d'inégalité écologique qui pourrait sembler pas si grave. Nous, à la Fondation Abbé Pierre, on parle de personnes qui meurent à la rue, d'enfants qui restent dans des centres d'hébergement pendant des années, qui sont coupés de leurs parents, de gens qui meurent dans leur logement ou à la rue. Donc, avoir accès au soleil, on pourrait penser que c'est un peu anecdotique, mais ça l'est pas du tout, parce que l'accès au soleil, c'est l'accès à la lumière, c'est l'accès un peu de joie de vivre, un peu de chaleur aussi, et c'est un symbole, un symptôme de cette fracture aussi écologique, sociale, qui se creuse, notamment à travers le logement, la qualité du logement. C'est un aspect de précarité énergétique, évidemment pas le plus grave. La précarité énergétique, c'est un phénomène en expansion qui peut se définir de deux manières. La première, c'est d'un point de vue financier, c'est les gens qui mettent plus de 10% de leurs revenus pour se chauffer. Donc voilà, c'est un point de vue purement comptable. Et puis l'autre aspect qui n'est pas forcément contradictoire, mais qui touche parfois des populations différentes, c'est tout simplement le fait d'avoir froid chez soi. Le fait d'avoir déclaré, pendant l'année écoulée, j'ai eu froid, pour des raisons liées à la précarité, donc soit que mon logement est mal isolé, soit qu'il est mal chauffé parce qu'il a un problème de chauffage, soit que je me suis privé volontairement pour me chauffer. Alors on pourrait penser, est-ce que cette précarité énergétique, qui touche quand même maintenant 12 millions de personnes, c'est massif hein, sur les 66 millions de personnes en France, est-ce que c'est en augmentation ou pas? C'est un peu compliqué à dire, parce que c'est très subjectif. Mais ce qu'on voit, c'est que à travers les différentes enquêtes logement qui sont menées à intervalles réguliers, en 1996, il y avait 11% des ménages qui disaient « j'ai eu froid pendant l'année ». Quand on a posé la même question en 2013, on est passé à 19%. Donc c'est une augmentation, quasiment un doublement de la part des ménages qui disent « j'ai eu froid pendant l'année ». Alors, ceux qui voudraient relativiser cette augmentation pourraient dire « mais avoir froid, c'est subjectif ». Moi, mes grands-parents, ils avaient, je pense, dans leur ferme en Ardèche, extrêmement froid l'hiver. Mais peut-être que si on leur avait posé la question, ils auraient dit « bah non, tout va bien, on a chauffé la cuisine, et quand on est autour du poêle, bah, on n'a pas froid ». Et qu'aujourd'hui, une famille qui vivrait comme ça autour d'un seul poêle dans la cuisine dirait que c'est scandaleux, qu'elle est en état de précarité énergétique. Donc il y a effectivement des standards d'habitation, de confort, d'intimité qui ont évolué en bien. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, positif d'aller vers un mieux-être.
D'autant plus que ce n'est pas purement subjectif, ce n'est pas simplement une impression, la précarité énergétique. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en avant à travers des études qu'on a menées notamment, pour montrer l'effet en particulier sur la santé de la précarité énergétique. Donc là, ce n'est pas quelque chose de confort subjectif, d'évolution luxueuse de l'Occident depuis les 30 Glorieuses. On voit par exemple, on a comparé des logements avant et après rénovation, des logements occupés par des personnes en difficulté, que quand on rénovait leur logement, il y avait une récurrence bien moindre de maladies qui ne sont pas des maladies a priori mortelles, mais qui sont graves quand même. Les rhumes, les bronchites, bronchiolites pour les enfants, maladies respiratoires, l'asthme, les sifflements respiratoires sont 4 fois plus nombreux pour les enfants à conditions sociales égales dans des passoires thermiques par rapport à des logements normaux. Donc tout ça sont des pathologies qui affectent petit à petit l'organisme, qui affectent la qualité du sommeil, la qualité de la concentration des enfants, la qualité de la productivité des adultes au travail. Tout ça, ça a l'air de rien, mais ça a des effets massifs sur la santé des gens qui sont exposés, qui sont les personnes les plus en difficulté la plupart du temps. Une étude de l'OFCE, pour le coup là, on est sur du quanti, de l'économétrie solide. Ils ont calculé que là encore, toutes choses égales par ailleurs, à composition familiale, revenus, etc., métiers égaux, comparables, une personne, un ménage dans un logement difficile à chauffer a 40% de risque de plus de se déclarer en mauvaise santé. 40%. Donc là, on est sur un déterminant absolument massif de la mauvaise santé des populations et qui est jamais mis en avant dans les questions de santé. Dans les questions de santé, on dit arrêtez de fumer, arrêtez de boire, mangez bio éventuellement, ou allez voir plus le médecin, des choses comme ça. On dit jamais et c'est quoi votre DPE, c'est quoi le diagnostic de performance énergétique de votre logement. Et pourtant, 40% de risque en plus, c'est absolument massif. Et donc c'est parce qu'il y a cet effet très, très fort sur la santé des personnes que nous, on a décidé à la Fondation Abbé Pierre d'inclure dans le mal logement les situations de précarité énergétique. Donc c'est on pourrait dire une nouvelle forme de mal logement, non pas qu'elle n'existait pas avant, mais qu'elle est désormais appréhendée. Donc ça c'est bien parce que quand on a appréhendé un problème, on peut se mettre à le résoudre. Donc il y a une vraie prise de conscience, gauche et droite confondues, depuis le Grenelle de l'environnement en termes de politique publique, avec des réglementations thermiques dans le neuf beaucoup plus ambitieuses qu'avant, donc ça c'est bien. Avec des objectifs de rénovation des logements, des passoires thermiques, donc ça c'est bien aussi. Il y a eu des dépenses importantes, c'est une vraie politique publique qui est menée, avec un crédit d'impôt qui coûte quand même près de 2 milliards d'euros chaque année pour inciter les gens à rénover chez eux, à changer leur chaudière, etc. Mais on s'aperçoit au fur et à mesure que ça touche, en fait, ça avantage plutôt les ménages riches. Parce que c'est eux qui savent mobiliser ce genre d'aide. Et parce que c'est eux qui peuvent se dire, bon, j'ai tout ce qu'il me faut, maintenant j'aimerais bien améliorer un petit peu ma chaudière, des choses comme ça. Donc c'est resté encore beaucoup un avantage pour les plus riches. Donc très bien pour eux et très bien pour la planète, parce que la planète ne fait pas de différence sur les émissions de gaz à effet de serre qu'ils proviennent de la chaudière des riches ou des pauvres. Mais enfin, c'est un vrai problème de ne pas pouvoir s'attaquer aux plus pauvres. Donc il y a un programme de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui s'appelle Habiter mieux, qui a ciblé vraiment les ménages modestes. Mais là aussi, on n'est pas aux objectifs. On nous avait promis 100 000 rénovations de logements cette année. On n'en a eu que 41 000, donc on n'est vraiment pas du tout à l'échelle. Et puis, il y a eu une loi, la loi de transition énergétique, qui a mis par écrit des objectifs extrêmement ambitieux en disant toutes les passoires énergétiques de France doivent être rénovées d'ici à 2025, en 10 ans. Bon, très bien. Aujourd'hui, au rythme actuel de rénovation, on aura, d'ici à 2025, rénové 5% des passoires thermiques, et non pas 100%. Donc on n'est pas du tout à l'objectif. Ce qu'on a voulu montrer dans ce livre, sortir de la crise du logement, sortir du mal logement, c'est possible, c'est qu'il y avait des solutions possibles pour les personnes les plus en difficulté, qui sont celles qui ne vont pas recourir aux aides, qui ne vont pas aller voir un ami architecte pour lui demander « tiens, comment on pourrait rénover ma chaudière, isoler les combles, etc. » qui n'ont pas du tout recours au dispositif. Et en montrant qu'on pouvait adapter, même pour ceux qui sont propriétaires occupants, qui ne sont pas dans les circuits, on peut avoir des aides où on prend en charge entièrement les travaux pendant 10 ans, 15 ans, quitte à les faire redevenir locataires un moment. Donc à la fois pour les accompagner davantage, aussi pour leur donner du pouvoir, parce que c'est leur logement, c'est leur qualité de vie, c'est leur confort. Pouvoir aussi les rendre acteurs de la réhabilitation. C'est l'auto-réhabilitation accompagnée, où ils sont aussi, ils participent aux finitions, aux travaux, à la définition des travaux, à l'entretien du logement. Et puis, donc ça c'est un peu du micro, on va dire. Et puis on a, dans le cadre d'une campagne qui s'appelle la coalition Rénovons, qu'on a lancée il y a 6 mois, avec la Fondation pour la Nature et l'Homme, avec le Secours catholique, avec des organisations sociales, environnementales et des entreprises, Schneider Electric, enfin des grosses boîtes qui font du profit, etc., de l'activité. On a
esquisser un scénario en regardant qu'est-ce que ça coûterait à l'État et aux ménages de rénover toutes les passoires thermiques comme la loi l'impose d'ici à 2025, et qu'est-ce que ça nous rapporterait? Ça nous rapporterait du mieux-être, 800 millions d'euros de dépenses de soins en moins. Donc on peut, au-delà du point de vue comptable, ça veut dire que les gens sont moins malades quand même. Donc ça c'est très positif. Donc on peut quasiment amortir intégralement un programme massif de 80 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans grâce aux économies de dépenses en soins. Sur les dépenses énergétiques, pour les personnes concernées, c'est 500 euros de moins de dépenses par an sur la facture énergétique. Donc là aussi, on peut rembourser les investissements en partie là-dessus. Et puis évidemment, ça crée des emplois. Ça crée 126 000 équivalents temps plein grâce à ce programme-là. Donc on a là une possibilité de réconciliation des objectifs sociaux, environnementaux, d'emploi, qui devraient interpeller les syndicats, les présidents qu'on a, les ministres. Et pour le coup, pour l'instant, on a des frémissements, mais ça ne va pas très très loin. Et quel est... je ne me souviens plus d'ailleurs tout d'un coup, Jade, il y a un ministère du logement là? Il n'y a pas. Il y a un ministère de la cohésion des territoires, c'est ça, à l'intérieur duquel le logement semble niché, et la question de la rénovation thermique des logements est partagée entre donc, le nouveau ministre Mézard de la cohésion des territoires et le ministre de l'environnement, de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Bon, d'accord. Donc il n'y a pas un interlocuteur unique. Alors, c'était très clair et on a tous les éléments. Jade, alors on ne va pas refaire tout le propos de ton livre « Je crise climatique », mais le premier chapitre commence par ça. « Ma chaudière est un scandale politique ». C'est le titre. Alors, quel est le scandale politique? Alors, merci. C'est un peu paradoxal de parler de chaudière à un moment où on a eu aussi chaud ces derniers jours. Mais ça va ensemble avec le fait d'avoir parfois très froid. Hein. C'est ça, hein, le changement climatique. Ça va tout à fait ensemble. En fait, l'idée de poser ma chaudière, qui est en fait une chaudière hyper banale qu'on trouve dans la plupart des logements français en chauffage central, qui est une chaudière à gaz de base, c'est qu'en fait, c'est en France, le logement, les dépenses énergétiques pour le logement sont la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Et ce qui est très frappant, c'est à quel point, à la fois, enfin c'est la deuxième, plus que après les voitures, les transports, c'est supérieur, mais disons que c'est très important. Les dépenses énergétiques de logement dans nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai qu'une des difficultés qu'on a quand on s'intéresse au dérèglement climatique et qu'on cherche des moyens d'action, c'est la difficulté d'identifier quels sont les lieux d'émission de ces gaz à effet de serre qui sont ces gaz qui réchauffent le climat. Et c'est l'enjeu de la responsabilité humaine, car c'est les hommes qui les produisent. Là. Exactement. Mais du coup, c'est toute la question du lien entre notre vie quotidienne, y compris dans nos pays riches, dans nos pays industrialisés, le niveau de confort auquel on s'est habitué, qu'évoquait Manuel tout à l'heure, et en même temps le besoin, puisqu'on voit bien que on sait bien, plutôt qu'avoir froid chez soi, c'est une violence sociale, réelle et très discriminante. Et donc l'idée de partir de la chaudière, c'était de dire, en fait, l'enjeu que nous pose, le défi que nous pose le dérèglement climatique, c'est vraiment un enjeu profondément de civilisation, parce que ce qui l'interroge, c'est comment on vit, comment on se chauffe, dans quoi on habite. Par exemple, en France, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a tendance à habiter dans des logements de plus en plus grands, donc de plus en plus consommateurs d'énergie, donc de plus en plus polluants. On a tendance à habiter de plus en plus loin des centres-villes, ce qui entraîne ce qu'on appelle l'artificialisation des sols, c'est-à-dire qu'on bétonne de plus en plus de terre pour y construire des logements. Ça, c'est très lié à tout l'imaginaire de la réussite sociale liée à la maison individuelle. Donc c'est très lié aussi à l'individualisme contemporain qui s'est développé. Et de dire que finalement, la première réaction qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est de dire mais pourquoi est-ce que vous voulez restreindre et contraindre les particuliers, alors qu'en fait, les intérêts économiques, industriels et financiers puissants sur lesquels il faudrait taper, sur lesquels il faudrait agir, ce sont les industries, c'est le CAC 40, ce sont ces pouvoirs économiques. C'est tout à fait vrai, puisque il n'y aura pas d'action efficace sur le climat sans action collective et sans action massive. Néanmoins, on est bien obligé de faire le constat que l'écologie politique dans ce pays depuis 40 ans a échoué à établir le rapport de force dont on aurait besoin pour contraindre suffisamment ses intérêts économiques et financiers pour complètement revoir notre modèle économique, notre modèle de création de la valeur, de création de la richesse, et que donc, pour y arriver, on ne peut sans doute pas passer
en dehors de mobilisation sociale massive qui n'existe pas non plus aujourd'hui pour l'action pour le climat. Et pour moi, une des raisons de l'inexistence de ces mobilisations massives, c'est cette situation individuelle qui nous coince finalement dans un statu quo dans lequel on trouve, à la fois on a peu de leviers d'action à un niveau individuel, mais en même temps on y trouve plein d'avantages et le niveau de remise en cause est vraiment extrêmement profond et difficile et inacceptable pour bien des gens. Et donc l'idée de se distancer par rapport à son cadre de vie, que ce soit son chauffage, que ce soit sa voiture, que ce soit, et là on est bien obligé de le dire, nous en tant que Mediapart, les consommations d'énergie liées à Internet, qui sont exponentielles et qui sont d'autant plus dangereuses. J'ai fait une enquête sur ces... Les data centers. Qui sont en banlieue, des points sombres, qui sont la part d'ombre de ce que nous faisons nous-mêmes. Car il faut bien le dire, ces consommations d'énergie, et donc encore une fois, ces émissions de CO2 qui réchauffent le climat sont massives, croissante extrêmement rapidement et complètement invisible. Et ça, c'est la chose qu'on a perdue finalement, c'est-à-dire l'industrie, la mine de charbon, elle pollue énormément, on la voit. On sait quantifier ces émissions de CO2. Internet, avec un système très complexe de réseaux, de serveurs qui renvoient sur d'autres serveurs, très vite, on perd en fait le fil et on ne sait plus mesurer. Qu'est-ce qui émet quoi? Et donc là, on est face à un problème qui est gravissime parce qu'il va renforcer ce que certains appellent la dissonance cognitive, c'est-à-dire l'incapacité à penser vraiment une situation et surtout comment on peut se leurrer soi-même. Penser par exemple que une tablette, c'est mieux pour lire son journal. Et en fait, passer complètement sous silence toute la consommation énergétique, sachant que les appareils électroniques, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, plus ils sont petits, plus ils consomment à la fois d'énergie, mais aussi de matières premières dont l'extraction du sol nécessite des travaux qui sont très polluants, etc. etc. Le lithium, les terres rares, mais aussi beaucoup d'eau, beaucoup de consommation d'eau. Et donc on est vraiment face à une situation qui, de ce point de vue-là, est vertigineuse. Il me semble que c'est quand même intéressant de se retrouver ici pour parler de ça après quelques jours de canicule. C'est cette canicule qui est le moment où dans nos pays, à nous, quand même privilégiés, non seulement économiquement, mais aussi par notre climat, qui est un climat tempéré, qui fait qu'on est peu habitué aux extrêmes de chaleur, très chaud ou très froid par rapport à plein d'autres coins du globe. Mais c'est le moment où on expérimente finalement des débuts de détresse thermique, on peut dire. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la chaleur extrême qu'on a connue il y a 2 jours va se reproduire de plus en plus souvent, avec des étés de plus en plus longs, avec le réchauffement du climat. Mais ce qui est souvent peu perçu encore en France, c'est à quel point, encore une fois, on est inégaux face à cette chaleur et comment ces pics de chaleur aggravent les inégalités. Et en fait, il y a un centre d'études, un lieu de recherche de la région Île-de-France qui s'appelle l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, qui travaille là-dessus. Et ils viennent de sortir une note qui est extrêmement intéressante et qui montre que si on prend l'Île-de-France, alors pardon pour les non-franciliens, c'est juste un exemple et il faudrait faire le même travail sur toutes les régions. Mais si on prend juste l'Île-de-France et si on regarde les points de l'Île-de-France qui ont le plus de ce qu'on appelle les points noirs environnementaux, c'est-à-dire le plus de pollution du sol, de l'air, de l'eau, par le bruit, est liée à une activité industrielle, eh bien, plus de la moitié de ces points noirs les plus toxiques, plus de la moitié connaissent une surreprésentation de ménages à bas revenus. En clair, plus on est pauvre, plus on risque d'habiter dans un endroit pollué, plus on est pauvre aussi, plus on est vulnérable. Et ça, on l'a bien vu en 2003 lors de la canicule. Vous vous souvenez, on a eu 15 000 morts en France. Ça a été une catastrophe sanitaire vraiment d'une ampleur gigantesque. Eh bien, 2003, la canicule, le département de la Seine-Saint-Denis, un des plus pauvres de France, a connu la 2e surmortalité la plus importante, c'est-à-dire qu'on est plus morts en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que des gens isolés dans des logements, donc coupés des tissus sociaux, avec un mauvais suivi médical, pas l'habitude d'aller chez le médecin, un mauvais rapport à l'hôpital, donc des pathologies non traitées qui rendent plus vulnérables à la chaleur, mais aussi l'urbanisme. C'est-à-dire que dans ces points noirs environnementaux en Île-de-France, on trouve en partie les quartiers populaires, on trouve en partie les banlieues, et des banlieues qui sont constituées en grande partie de dalles de béton,
avec pas assez d'arbres, pas assez de parcs, pas assez d'espaces verts ouverts. Des banlieues également, si je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis, qui sont traversées d'autoroutes, de voies urbaines très rapides, qui sont des énormes sources d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de pollution de l'air, sachant que les riverains de ces autoroutes, bien souvent en Seine-Saint-Denis, n'ont même pas de voiture, parce qu'ils sont trop pauvres pour en avoir et pour en avoir l'usage. Donc on est vraiment dans une double peine de ce point de vue-là d'inégalité sociale. Eh bien, ces endroits-là, non seulement il y a cette pollution supérieure, mais il fait plus chaud, parce qu'il n'y a pas assez d'espace vert. Et donc, on a des estimations extrêmement inquiétantes sur ce qu'on appelle les effets des îlots de chaleur. C'est-à-dire qu'en gros, s'il fait plus 12 degrés en France, comme on a eu il y a 3 jours, en moyenne, et ben dans ces endroits-là, il fera en plus 3, plus 4, plus 5 degrés. Et donc, on a cette double vulnérabilité qui explique en partie, alors pas uniquement, mais qui explique en partie qu'on voit ces comportements qui ont choqué beaucoup de gens, qui sont ces ouvertures sauvages de bouches à incendie. On voit ces images, alors on parle souvent de geysers d'eau qui jaillissent dans les rues, et on voit ces images d'enfants qui jouent en dessous, et ça suscite la colère des opérateurs, évidemment, qui perdent beaucoup d'argent, puisque l'eau, c'est de l'argent dans notre pays. La colère des maires aussi, qui disent mais c'est très dangereux, parce que en fait, ça peut provoquer des accidents, ça peut vider les réserves d'eau. S'il y a un incendie juste à côté, on risque de manquer d'eau, donc ça pose un problème. Mais pourquoi est-ce que ça se produit? Pour ces raisons-là, ces raisons de chaleur encore plus excessive dans certains quartiers de ces villes, aussi liées à la suroccupation de certains de ces logements. Si on est 5 ou 6 ou 7 ou 8 à la maison, eh ben, c'est intenable, donc on descend dans la rue, et donc toutes ces conditions sociales de vie, qu'on soit ou pas dans le mal logement, c'est pas forcément du mal logement, c'est tout simplement du logement de personnes pauvres et précaires, explique qu'on se retrouve avec ces scènes d'ouverture d'eau, et ça montre bien aussi que l'enjeu de l'accès à l'eau dans les villes va devenir de plus en plus sensible et de plus en plus crucial en situation de changement climatique. Mathieu, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, ou est-ce qu'on voit déjà s'il y a des questions dans la salle? Non, mais effectivement, il faut créer un mouvement citoyen autour de cette question de l'écologie en général, et en particulier de la rénovation thermique. C'est pour ça que j'avais dit que c'est un sujet assez consensuel, parce que tout le monde peut y gagner. Il y a un point en ce moment qui n'est pas consensuel du tout, et sur lequel on se bat, qui n'est pas du tout technique, c'est est-ce qu'on peut mettre en location une passoire énergétique ou pas? La loi de transition énergétique a dit, à partir d'une date à déterminer, il sera interdit de louer une passoire énergétique. Et donc, la performance thermique d'un logement doit entrer dans les critères de décence, tout comme avoir 9 mètres carrés, etc. etc. Et donc, d'après nous, cette loi était claire. Donc, les logements qui ont un DPE, un diagnostic F ou G, qu'on appelle généralement des passoires, auraient dû être interdits à la location, et donc se voir les propriétaires être obligés de faire des travaux de rénovation en 2020, 2025 ou 2030. Enfin, l'intérêt est d'avoir une perspective. Et bien, le gouvernement, sous la pression aussi des lobbies des propriétaires bailleurs, a écrit un décret totalement vague, sans aucun gouvernement précédent, mais apparemment l'actuel va poursuivre ça. Un décret qui n'a aucun critère précis, où il y a juste écrit il faut un chauffage correct, une isolation normale, enfin des choses que personne ne peut attaquer en justice en disant que ça ne marche pas. Donc là, il y a vraiment un affrontement entre bailleurs et locataires, une forme de lutte des classes autour de l'accès à la chaleur, de l'accès à l'isolation, à la performance thermique. Et s'il n'y a pas un décret qui donne des armes aux locataires pour attaquer en justice avec le soutien d'associations, ils n'arriveront pas à faire valoir leurs droits. Tout simplement parce que le grand trou noir de la rénovation thermique, c'est la location dans le parc privé. Dans le parc social, les HLM, ils savent très bien rénover 1000, 2000 logements d'un coup. C'est leur boulot, ils ont accès à des financements. Les propriétaires occupants ont des aides également, et c'est assez simple, en dehors des copros. Là où il y a un trou noir, c'est les locataires du parc privé, parce qu'eux n'ont aucun moyen de décision, alors que c'est eux qui vont profiter des travaux, mais c'est pas eux qui sont propriétaires, donc c'est pas eux qui décident. Et les bailleurs, eux, n'ont pas spécialement intérêt à rénover leur logement, parce que c'est pas eux qui vont bénéficier du confort des économies d'énergie. C'est pour ça que là, il faut un peu, pas seulement d'incitation, mais aussi un peu de contrainte. Et on voit que l'écologie, dès qu'il y a un peu de contrainte sur des acteurs économiques importants, dominants, tout de suite on recule, et on voit encore un exemple avec ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour prolonger cet échange? Les exposés ont été très complets. Voilà. Il y a un avion qui passe, mais il est énergétiquement très compatible. Hein, voilà. Peut-être qu'il y a un petit élément qu'on peut, ajouter en complément de ce que disait Emmanuel, parce que j'y ai pensé tout à l'heure, et après ça m'est sorti de l'esprit, mais c'est avoir aussi en tête que la chaleur
aggrave également la pollution intérieure. La pollution de l'air intérieur, parce que depuis tout à l'heure on parle de pollution de l'air extérieur, mais la pollution de l'air intérieur, donc la pollution de l'air des logements, est aussi un enjeu de santé publique énorme. Et là aussi les inégalités sont très fortes, parce que plus on vit dans un logement équipé de lits, de mobilier, de revêtements au sol, de peinture de mauvaise qualité, donc avec des produits souvent chimiques, toxiques, plus ces produits, en fait, ne sont pas inertes, contrairement à ce qu'on croit. Ces produits émettent des petites particules qui sont des particules toxiques à différentes matières. On ne va pas les passer en revue maintenant. Mais en tout cas, il y a cette situation-là. Et en fait, plus il fait chaud, plus ça émet. Et donc, encore une fois, il y a un niveau supérieur, je dirais, de production d'inégalité, qui est cette exposition donc, à des logements qui deviennent plus dangereux quand ils sont de plus mauvaise qualité, quand il fait plus chaud. Donc, le pauvre, non seulement il a tout ce qu'on décrivait jusqu'à présent, mais il a en plus potentiellement un lieu de vie qui est plus attentatoire à sa bonne santé. Et là encore, ce qui est terrible, c'est que ce sont des formes de violence sociale qui sont complètement invisibles, qui sont très difficiles à suivre. Et il y a des mairies aujourd'hui qui sont sensibilisés à ça, des collectivités qui essayent de mettre en place des dispositifs de suivi. Mais c'est intéressant parce que ça pose un problème démocratique, pour reprendre un sujet qui t'est cher, Edoui, parce que c'est le problème de qu'est-ce qu'on va accepter comme contrainte en fait par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, les dispositifs qui existent aujourd'hui, pour beaucoup, reposent sur l'initiative des ménages. C'est-à-dire, vous pensez que vous vivez dans un logement qui est peut-être pas adapté ou que vous allez avoir besoin d'un suivi. Venez vous signaler auprès de la mairie. C'est déjà super de faire ça. Mais c'est très insuffisant parce que, Manuel le sait bien, très souvent, plus on est dans la précarité, plus on est dans la honte, plus on est loin des institutions. Et donc il faudrait, au contraire, de plus en plus, être dans une démarche proactive de la part des collectivités. Mais ça veut dire établir des sortes de fichage ou en tout cas de listes de logements à problème, de personnes potentiellement en plus grande difficulté, avec toutes les difficultés démocratiques que ça pose, de fichage potentiel que ça pose. Et on est vraiment dans ce moment-là, il va falloir commencer à avoir ces discussions de qu'est-ce qu'on est prêt à accepter en termes de contraintes et de suivi, et donc de regard extérieur sur son logement afin de limiter ces inégalités. Une question, allez-y. Mettez bien le micro. Ok. Y a-t-il des lobbies ou associations qui s'occupent de ça, de votre fichage, le fichage dont vous parlez, ou d'inscrire le DPE anti-passoire thermique? Ouais, DPE, fichage. Est-ce qu'il y a déjà des lobbies ou associations qui... Il y a énormément d'associations et puis d'acteurs publics qui s'occupent justement de repérage. Alors souvent, c'est plutôt en attendant que les gens viennent au guichet. Donc c'est avec la question du non-recours au droit. Il y a aussi des démarches qu'on appelle d'aller vers, aller au-devant des ménages. Donc c'est pas dans une logique de fichage évidemment, c'est plutôt dans une logique d'expliquer aux personnes les aides auxquelles ils ont droit, etc. Et puis maintenant, on peut avoir des détecteurs de déperdition de chaleur avec des cartes par pâté de maison, même par étage, où on voit là où les logements sont mal isolés, parce que c'est là qu'il y a de la chaleur qui sort à l'extérieur. Donc on peut voir assez finement quels sont les logements qui sont mal isolés, à quel moment de la journée aussi ils sont chauffés ou pas chauffés. Et c'est une des raisons des polémiques autour des compteurs intelligents d'accès à l'électricité, de consommation d'électricité, c'est que s'il n'y a pas un travail d'anonymisation, de sécurisation, on peut voir à quelle heure et avec combien de personnes vous prenez des douches chez vous. Donc ça peut être potentiellement attentatoire effectivement aux libertés. Mais là-dessus, je pense qu'on est quand même capable aujourd'hui de trouver des arrangements avantageux pour tout le monde, à la fois pour avoir une information, une maîtrise de l'énergie fiable, pour donner des informations, du pouvoir aux gens eux-mêmes, pour dire attention, là vous avez laissé votre chauffe-eau allumé pendant toutes les vacances, ou le chauffe-serviette pendant toute la nuit, etc. Ça vous coûte beaucoup d'argent, sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir détecter qui et quand et quoi fait dans le logement, parce que là c'est la vie privée, quoi. Oui. Non, quand je disais fichage, c'était plus comme un risque en fait. C'est vous voulez se dire qu'on est face, en tout cas, on est face à des situations d'une telle gravité que la question de la contrainte va vraiment se poser en termes d'exposition à la pollution. C'est ça que je voulais dire. Mais il y a plein de choses effectivement qui s'inventent, et notamment ce qui est intéressant, c'est de regarder sur les poubelles. Et il y a plusieurs grandes villes dans le monde qui ont mis en place des politiques de ce qu'ils appellent zéro déchet. Donc en fait, c'est pas zéro déchet, c'est pas vrai, mais simplement c'est des politiques de réduction
de la production de déchets et de recyclage beaucoup ces déchets. Par exemple, à San Francisco, ça passe par une politique vraiment très forte d'incitation au compostage, donc le compostage obligatoire dans les lieux de restauration, privés et collectifs, mais également d'équiper tous les logements privés de poubelles à compost qui sont relevées comme les poubelles de tout venant ou recyclées que nous connaissons. Et il y a un truc, et quand ça a été mis en place, ça a été difficile parce que là, on n'a pas le temps, mais les gens ont un rapport compliqué à leurs déchets. Et le déchet, c'est hyper privé, c'est très lié à comment, c'est très intime, au fait. Et donc, ça s'y loge plein de choses. Et ce qui s'est passé, c'est que quand San Francisco a commencé à équiper ses logements de grandes poubelles à compost, il y avait des inspecteurs des poubelles qui passaient devant les logements et qui regardaient qui regardaient ces poubelles pour s'assurer que c'était à peu près bien trié, c'est-à-dire que il n'y avait pas le tout venant dans le compost, le carton dans le tout venant, enfin ces choses-là. Et ça a été possible dans cette ville parce que c'est une ville hyper libérale, enfin au sens politique du terme, et avec une culture quand même écologique assez diffusée et puis très soutenue. Mais je ne sais pas dans quelle mesure ce type de surveillance, c'est une forme de surveillance, même si elle est beaucoup plus douce que plein de surveillance policière ou informatique, mais ce type de surveillance serait accepté. Donc vous voyez, on est dans le genre de... Voilà. Après, c'était accompagné d'incitations fiscales. Plus le poids de vos poubelles était faible, moins vous étiez fiscalisé sur votre ramassage de poubelles. Donc c'est accompagné d'un truc incitatif qui est aidé sans doute à accepter. Mais c'est un exemple parmi plein d'autres de comment on supporte ou pas le regard extérieur sur nos pollutions. Merci à vous deux, parce que le prochain débat est dans un petit quart d'heure. Il y a une question, il y a une main qui s'est levée. Pardon, je n'ai pas vu. Pardon. Bonjour, moi j'aimerais savoir, vous parliez des logements avec des produits soi-disant inertes mais qui émettent beaucoup de particules. Les entreprises qui fabriquent tous ces produits, peinture, enduit, parquet, lino, etc., ne sont certainement pas des entreprises qui appartiennent à des gens, disons, pauvres. Ils appartiennent à des gens riches. Quels moyens vous préconisez pour que ces entreprises puissent accéder à des produits qui soient réellement inertes? Moi, sincèrement, j'y crois pas. Non, mais parce que je pense que, étant donné que vous vivez dans un logement pauvre, avec peu de moyens d'action sur des entreprises actionnaires, il va me sembler très difficile de changer la politique de ces entreprises à fabriquer, des produits non inertes à émissions très importantes de particules pour les logements pauvres et à des produits très inertes à faible émission de particules pour des logements de riches. Tout à fait. Mais vous avez tout à fait raison. On revient à la lutte des classes de tout à l'heure. Oui, mais c'est un très grave problème. Et là, très honnêtement, la seule solution par rapport à ça, c'est la réglementation. Il y a une réglementation qui s'élabore en Europe depuis des années. C'est autour de la directive qui s'appelle la directive REACH, pour ceux qui ont suivi, et qui est une directive qui est à la fois très importante parce qu'elle a voulu catégoriser et normaliser et contraindre en fait l'émission d'énormes et l'utilisation de plein de produits toxiques. C'est une des directives qui a été les plus combattues par les lobbies industriels et qui a été rognée sans cesse. Il y a beaucoup trop peu de débats publics et d'attention publique à ces réglementations et à cette discussion parce que c'est compliqué, c'est invisible, on ne sait pas où c'est, etc. Mais c'est majeur. Mais moi, si vous me posez la question, je pense que la seule solution, c'est la réglementation. C'est une politique d'État, c'est une politique publique de contrainte. Pardon ? Oui, non, mais oui. Et l'amiante, enfin, ouais. Voilà. Il faut faire une petite pause parce que donc on a le dernier débat tout à l'heure où nous parlons chômage, précarité, travail, bref, le travail aussi pour ceux qui en ont ou pour ceux qui en ont pas comme enjeu de société et ce sera le dernier débat de cet exceptionnel premier salon du livre militant d'Emmaüs. Merci à vous deux. Et les deux livres sont là, hein. Allez les chercher.